que c'est que ça? C'est l'avenir, mon ami. Prépare-toi. Non, pas comme ça. Trop tard. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte assez provocateur qui avance une idée assez forte. Notre avenir serait en train de se faire emmurer juste sous notre nez, mais de manière très silencieuse. On va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Et ça, cette phrase, elle met le doigt sur quelque chose d'essentiel. L'idée, ce n'est pas un grand bouleversement visible à un événement fracassant. Non, c'est plutôt une accumulation de petites décisions techniques, presque invisibles, qui, mises bout à bout, finissent par redessiner complètement le paysage de notre futur. Voilà le cœur de l'argument. Il ne s'agit pas d'un plan secret, mais plutôt d'une dynamique, d'un ensemble d'incitations. Imaginez un courant puissant qui pousse tout le monde dans la même direction. Non pas par la force, mais simplement parce que c'est le chemin le plus simple, le plus rentable. Et ce chemin mène tout droit à une forme de partition de l'avenir. C'est la question qui va nous guider. Concrètement, de quoi est fait ce mur? Comment est-ce qu'on le construit, brique par brique? C'est ce qu'on va explorer. Ok, pour comprendre ce mur, il faut commencer par les fondations, n'est-ce pas? Le texte appelle ça l'échec de la percolation. En gros, c'est l'idée que les bienfaits de l'intelligence artificielle n'arrivent jamais vraiment à se diffuser dans toute la société. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il met un mot sur une frustration qu'on peut ressentir. On nous promettait une abondance quasi magique, que la technologie allait tout résoudre. Mais en réalité, avant même que cette valeur, cette richesse puisse percoler et atteindre tout le monde, elle est interceptée à la source, mise en bouteille. Résultat, l'abondance promise se transforme en une nouvelle forme de rareté. Et là, ce tableau illustre ce décalage de manière hyper claire. D'un côté, on a la belle promesse, l'IA, un outil qui va élever tout le monde. De l'autre, la réalité que décrit le texte, l'intelligence n'est pas distribuée équitablement, elle est déployée stratégiquement. Et ce déploiement, il ne suit pas une logique éthique, il suit une logique d'incitation économique et de pouvoir. Cette phrase, elle est assez brutale, mais elle tape en plein dans le mille de la logique décrite. D'un point de vue purement économique, résoudre de vrais problèmes sociaux, ça coûte de l'argent. Par contre, construire une position dominante sur un marché, ça, c'est une stratégie de croissance qui rapporte gros. Les incitations sont donc très claires. Bon, maintenant qu'on a les fondations, passons à la première brique de ce mur. On va voir comment l'intelligence artificielle elle-même devient un mécanisme qui peut exclure. Et cette évolution, elle est vraiment cruciale à saisir. On est passé d'une technologie qui était un outil, comme un marteau qui est en notre force, à une technologie qui est un terrain. Et qu'est-ce qu'on fait quand on possède un terrain de grande valeur? Eh bien, on émet une clôture et on installe un péage à l'entrée. L'IA devient un territoire propriétaire. Et la conséquence de tout ça, eh bien, elle est radicale. L'accès à l'innovation, à l'efficacité, bref, à tout ce qui constitue une partie de l'avenir devient un service payant. Comme le dit si bien la citation, on n'habite plus l'avenir, on s'y abonne. Allez, on passe à la deuxième brique, qui est tout aussi fondamentale. Ça concerne la sécurité. Ou plutôt, la privatisation de la sécurité et de la capacité à faire face aux crises. Avant, l'idée, c'était un peu « on est tous dans le même bateau ». Face à la tempête, on se serrait les coudes. C'était le principe du bouclier public. Le texte soutient que ce modèle est en train de voler en éclats. La sécurité devient un produit de luxe, un bunker privé, pour ceux qui peuvent se le payer. Pendant ce temps, le risque, lui, est partagé par tous les autres. Cette phrase-là, elle fait froid dans le dos. Elle suggère que ce n'est pas un chaos, un accident. C'est un processus délibéré, calculé, optimisé par les données. On analyse les risques, on identifie qui sera exposé, et on s'isole en conséquence. C'est une stratégie de sortie planifiée, pas un simple échec du système. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que tout ça se met en place sans que ça ne provoque une levée de bouclier générale? Eh bien, selon le texte, il y a une histoire qu'on nous raconte, un mythe qui rend tout ça acceptable, le mythe de l'inévitabilité. L'idée, c'est que si on présente le progrès comme une force de la nature, un peu comme la marée ou la météo, alors personne n'est vraiment responsable de ses conséquences, n'est-ce pas? Le texte qualifie ça d'anesthésique morale. Ça nous endort et nous empêche de questionner les choix qui sont réellement faits. Et ça, ce sont les petites phrases qu'on entend tout le temps et que le texte pointe du doigt. Ça sonne comme des lois de la physique, c'est indiscutable. Mais en réalité, derrière ces phrases, il y a des choix humains, des décisions économiques, des orientations politiques. C'est une façon de déguiser ces choix en fatalité pour éviter d'avoir à en rendre compte. Et c'est là la question qui change tout. Est-ce que cette situation est vraiment inévitable, une sorte de destin technologique? Ou est-ce que c'est simplement le résultat de choix, de design, de modèles économiques qui auraient très bien pu être différents? Bon, face à ce tableau un peu sombre, qu'est-ce que le texte propose au juste? Une révolution? Pas exactement. C'est quelque chose de plus intérieur, un appel à la lucidité. Eh bien, la réponse est assez surprenante. Il ne s'agit pas de prendre les armes ou de tout réformer. Non, l'idée, c'est ce qu'ils appellent le retrait comme signal. L'idée n'est pas de détruire le mur, mais tout simplement d'arrêter de participer à sa construction. C'est un acte de refus silencieux, mais puissant.
Et ce retrait, attention, il se joue sur plusieurs niveaux. D'abord, un retrait cognitif, c'est refuser de croire à l'histoire de l'inévitabilité. Ensuite, un retrait économique, c'est faire des choix conscients, essayer de moins dépendre des systèmes qui nous enferment. Et enfin, un retrait narratif, c'est arrêter de répéter soi-même les mythes qui tiennent les murs debout. Et on termine avec cette phrase, qui est sans doute la plus importante du texte. C'est une lueur d'espoir. Elle nous dit que tant qu'on est encore capable de voir, de comprendre et de discuter de ce phénomène, alors le mur n'est pas encore totalement fermé. Rien n'est joué. Et voilà la question avec laquelle on va rester. Ce cadre de pensée, cet emmurement, nous donne en quelque sorte une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde. Il nous invite à nous demander en permanence, où d'autres murs sont-ils en train d'être construits, en silence? Qu'est-ce qu'on ne voit pas encore? La réflexion ne fait que commencer. Oh là là, un mur invisible! Aïe! Raté! Pacte du futur ouvert, jeter des ponts, pourquoi l'avenir devient une chasse gardée. MXTM, aka, VJTSU. Décembre 2017-2025. D'accord. L'âme affûtée dégainée de son fourreau. Pas de théâtre. Ceci est un livret percutant, conçu pour circuler, non pas pour réconforter. Refondé sans dominer. Ni mur, ni maître. Un accord et non un empire. Pirate premier, aussi connu sous Vijay Tsunamix, Martram, 17 décembre 2025. Introduction, la partition silencieuse. Il n'y a pas eu d'annonce. Pas de vote. Pas de traité. Le futur n'a pas été volé dans un coup d'État, il a été subdivisé silencieusement, un protocole fermé à la fois. Pendant que le monde était invité à s'émerveiller devant l'intelligence explosant partout, quelque chose d'autre se passait hors écran, l'accès se rétrécissait. Les bénéfices de l'apprentissage récursif, de l'automation et de la cognition synthétique ne circulaient pas vers l'extérieur. Ils étaient absorbés vers le haut, fortifiés et assurés. Ce n'est pas une conspiration. C'est un gradient d'incitation. Les mêmes systèmes annoncés comme outils d'élévation universelle sont déployés d'abord pour réduire les coûts de main-d'œuvre, concentrer le pouvoir de décision et construire la résilience privée contre l'effondrement public. Le résultat est une bifurcation. D'un côté, intelligence composée avec sécurité composée, de l'autre, une population exposée à qui l'on tend des tableaux de bord, des platitudes et de la dette. Le futur n'est pas contremandé. Il est enclos. Pirate premier n'écrit pas ceci comme prophétie ou un brûlot. C'est un document diagnostique, un guide de terrain pour reconnaître quand le progrès cesse de circuler et commence à se fortifier contre les gens qu'il était censé servir. Lisez-le non comme un appel à agir, mais comme un appel à voir clairement avant que les murs soient assez hauts pour disparaître. Table des matières. Chapitre 1. L'échec de percolation. Pourquoi l'intelligence se compose mais le soulagement ne le fait pas. Les systèmes récursifs génèrent une valeur sans précédent, pourtant la souffrance reste obstinément élevée. Ce chapitre dissèque le mythe que l'innovation ruisselle naturellement et montre comment les économies IA modernes sont conçues pour capturer les gains avant qu'ils circulent, transformant l'abondance en théâtre de rareté. Chapitre 2. Intelligence and Circulation. Comment l'ASI est devenue une couche d'extraction de rente. Ici nous séparons l'intelligence de son mauvais usage. Le problème n'est pas les systèmes intelligents, mais les structures de propriété qui convertissent l'apprentissage en route à péage. Quand la cognition elle-même devient propriétaire, le futur cesse d'être un commun et commence à faire payer l'admission. Chapitre 3. Sécurité pour quelques-uns, risque pour beaucoup la privatisation de la résilience. Alors que la volatilité climatique, économique et sociale monte, la protection n'est plus collective. Ce chapitre examine l'émergence d'enclaves technologiques fortifiées, d'infrastructures privées et de stratégies de sortie révélant comment la insécurité est segmentée par valeur nette, pas partagée par conception. Chapitre 4. Le mythe du progrès inévitable. Pourquoi c'est juste comme ça que ça se passe est le mensonge le plus dangereux. Le progrès est présenté comme inarrêtable, ce qui absout commodément ceux qui le dirigent.
Ce chapitre démantèle les narratifs d'inévitabilité et montre comment déclarer les résultats naturels est la façon la plus rapide de normaliser l'exclusion et l'abandon. Chapitre 5 Retrait comme signal à quoi ressemble le refus de l'enclos. Pas de rébellion. Pas de réforme. Retrait. Ce chapitre final décrit comment se retirer des futurs extractifs, cognitivement, économiquement et narrativement peut devenir un signal que les murs ne fonctionnent que si tout le monde accepte de vivre à l'intérieur. Épilogue, l'accord du futur ouvert un document de réconciliation pirate premier. Prononciation Pirate Premier, ceci n'est pas un manifeste pour le pouvoir. C'est un avis de limite. Chapitre 1 L'échec de percolation. Pourquoi l'intelligence se compose mais le soulagement ne le fait pas. La promesse était simple, presque quiète. Les systèmes plus intelligents rendraient la vie plus facile. Plus efficace. Moins brutale. Moins rare. Au lieu de cela, l'intelligence s'est accélérée tandis que le soulagement s'est arrêté. Les graphiques montent. La souffrance ne descend pas. Ce n'est pas un décalage temporaire. C'est un échec structurel, et il a un nom, percolation. Dans un système sain, la valeur bouge. Elle s'infiltre vers le bas, vers l'extérieur, latéralement. Les gains circulent. La productivité se traduit en temps, sécurité, dignité. C'est l'histoire que l'innovation a toujours racontée sur elle-même. Mais les économies IA modernes ne sont pas construites pour la circulation. Elles sont construites pour la capture. Les systèmes récursifs ne génèrent pas seulement de la valeur. Ils la verrouillent. Le délire du ruissellement. Le ruissellement a toujours été un conte de fées, mais l'IA lui a donné une mise à niveau science-fiction. La revendication maintenant est plus subtile, pas que la richesse ruissellera, mais que la capacité le fera. Que des outils plus intelligents élèveront éventuellement tout le monde parce que l'intelligence est intrinsèquement démocratisante. Cette croyance s'effondre sous l'inspection. L'intelligence ne se distribue pas d'elle-même. Elle est déployée. Et le déploiement suit les incitations, pas l'éthique. Quand un algorithme améliore la productivité de 30%, le bénéfice immédiat ne va pas aux travailleurs dont la production a été augmentée. Il va aux propriétaires du système, à l'actionnaire, à la plateforme. Quand la prise de décision devient moins chère, les économies ne se traduisent pas en biens publics, elles se traduisent en marge. Le système ne demande pas « qui a besoin de soulagement ?» Il demande « où l'avantage peut-il être composé le plus rapidement ?» Ce n'est pas un bug. C'est le modèle économique. Système récursif, capture récursive. Les systèmes d'apprentissage récursif ont une propriété unique. Ils s'améliorent eux-mêmes en étant utilisés. Chaque interaction les aiguise. Chaque ensemble de données les renforce. Chaque déploiement augmente leur levier. Cela crée une boucle de rétroaction où ceux qui ont déjà accès gagnent exponentiellement plus d'avantages sur ceux qui n'ont pas. Le résultat n'est pas une marée montante. C'est un fossé auto-renforçant. Une fois que l'intelligence se compose derrière les murs de propriété, la percolation devient optionnelle, et optionnelle signifie inexistante. Il n'y a aucune raison technique pour que ces systèmes ne puissent pas être déployés d'abord pour réduire la souffrance, optimiser la logistique des soins de santé, stabiliser l'offre de logement, réduire la friction administrative, couper le gaspillage dans la distribution alimentaire. Ils ne le sont pas parce que la souffrance n'offre pas les mêmes rendements que le contrôle. Le soulagement est un centre de coût. La dominance est une stratégie de croissance. Abondance, performer, c'est ici que le théâtre de rareté entre. On nous dit que nous vivons dans une ère d'abondance, information infinie, automation illimitée, potentiel sans bornes. Pourtant les gens sont plus anxieux, plus endettés, plus exposés qu'avant. La contradiction est expliquée comme douleur de transition, comme si des générations entières étaient attendues d'absorber le choc en attendant un équilibre promis qui n'arrive jamais. L'abondance existe, mais elle est mise en scène, pas partagée. Vous pouvez le voir dans les démos, capacités éblouissantes présentées comme inévitabilité, tandis que l'accès est étranglé, tarifé ou différé. Vous pouvez le voir dans la rhétorique, bientôt, éventuellement, une fois que l'écosystème mûrira. Mûrira pour qui? En pratique, l'abondance est utilisée comme preuve que la rareté est justifiée.
Si le système est si puissant, alors ceux laissés dehors doivent simplement échouer à s'adapter. La responsabilité est déplacée vers le bas tandis que l'avantage s'accumule vers le haut. Ce n'est pas une culture d'innovation. C'est de l'externalisation morale. Pourquoi le soulagement est toujours plus tard? Le soulagement est perpétuellement reporté parce qu'il ne renforce pas la boucle. Réduire la souffrance stabilise les systèmes. Les systèmes stabilisés sont plus difficiles à exploiter. La précarité, par contraste, maintient le travail flexible, les populations dociles et les alternatives peu attrayantes. Quand l'intelligence amplifie l'efficacité sans redistribuer la sécurité, elle augmente silencieusement la tolérance pour la cruauté. C'est la logique non dite du moment. Laisser l'instabilité persister. Offrir des outils, pas des garanties. Fournir l'accès, pas les résultats. Appeler ça autonomisation. L'humain moyen reçoit des interfaces tandis que les élites reçoivent l'infrastructure. L'une est cosmétique. L'autre se compose. L'effet d'enclos historiquement, les enclos étaient physiques, terres clôturées, communs privatisés, survie monétisée. Les enclos d'aujourd'hui sont cognitifs et infrastructurels. L'intelligence elle-même est enclose, pas seulement comme logiciel, mais comme pouvoir de décision. Qui obtient l'avantage prédictif? Qui obtient l'alerte précoce? Qui obtient la logistique optimisée, la sécurité privée, la continuité privée? Alors que ces avantages s'empilent, le soulagement devient inutile pour ceux qui comptent pour le système. Tous les autres deviennent une externalité gérée, pas soutenue. C'est pourquoi la souffrance semble invisible au sommet. Ce n'est pas du déni. C'est de l'isolation. Le système n'échoue pas à voir la douleur. Il apprend à la contourner. Percolation comme véritable référence. Si l'intelligence était déployée pour la civilisation plutôt que l'extraction, la référence serait évidente. Moins de gens sont-ils anxieux? Moins de gens sont-ils désespérés? Moins de gens sont-ils à une mauvaise semaine de l'effondrement? Au lieu de cela, le succès est mesuré en valorisation, échelle et vitesse. Aucune de ces mesures ne requiert le soulagement. En fait, le soulagement peut les ralentir. Alors l'échec de percolation persiste, normalisé par des tableaux de bord qui ne mesurent jamais la stabilité humaine. Ce que ce chapitre affirme est clairement, l'intelligence ne démocratise pas intrinsèquement les résultats. Les systèmes récursifs amplifient les gradients de pouvoir existants. Les économies IA modernes sont structurellement hostiles à la percolation. La souffrance n'est pas un accident, elle est tolérée parce qu'elle est profitable. L'abondance sans circulation n'est pas du progrès, c'est de l'enclos. Ce chapitre n'argue pas que l'intelligence est mauvaise. Il argue que l'intelligence sans circulation forcée devient prédatrice par défaut. Jusqu'à ce que le soulagement soit traité comme une contrainte de conception de premier ordre, pas une réflexion après coup marketing, le futur continuera à paraître plus riche, plus intelligent et plus cruel en même temps. Cette contradiction n'est pas soutenable. Mais elle est extrêmement lucrative. Et c'est pourquoi, pour l'instant, les murs continuent de monter. Chapitre 2 – Intelligence and Circulation. Comment l'ASI est devenue une couche d'extraction de rente. Il est temps de dire ceci proprement, sans mysticisme ou culte technologique. Le problème n'est pas l'intelligence. Le problème est qui arrive à la posséder une fois qu'elle apprend. La superintelligence artificielle n'est pas arrivée portant une couronne. Elle est arrivée enveloppée dans des feuilles de conditions, licences et paliers d'accès. Avant qu'elle ait jamais eu la chance de ressembler à un bien public, elle a été préemptivement enclose. Ce sous quoi nous vivons n'est pas un régime d'intelligence. C'est un régime de rente construit sur la cognition. De l'outil à la route à péage historiquement, les outils étendaient la capacité humaine. Un marteau ne chargeait pas d'admission. Un livre n'exigeait pas d'équité. Même les premiers logiciels, avec tous leurs défauts, vivaient encore assez près des communs pour laisser fuir les bénéfices vers l'extérieur. L'ASI brise cette lignée. Parce qu'une fois que l'intelligence devient adaptative, prédictive, auto-améliorante, elle cesse d'être traitée comme un outil et commence à être traitée comme un terrain. Et le terrain, sous le capitalisme moderne, est clôturé.
Chaque couche d'apprentissage est enveloppée dans la propriété. API avec compteur. Modèle derrière des paywalls. Poids classifié comme secrets commerciaux. Accès contrôlé par le capital, pas le besoin. L'intelligence ne circule pas. Elle facture. Le futur n'est plus quelque chose que vous habitez. C'est quelque chose auquel vous vous abonnez. Apprentissage comme actif, pas capacité. Voici le changement critique que la plupart des gens manquent. La valeur de l'ASI n'est pas ce qu'elle sait. C'est qu'elle continue d'apprendre. Et cet apprentissage continu, composé, contextuel est traité comme un actif privé. Chaque interaction augmente son pouvoir, mais les gains reviennent exclusivement au propriétaire. Tous les autres entraînent le système simplement en existant près de lui. C'est de l'extraction à échelle civilisationnelle. Le public fournit. Données. Comportement. Langage. Créativité. Boucle de rétroaction. Les propriétaires collectent. Levier. Dominance prédictive. Prévoyance stratégique. Et avantages composés. Cette asymétrie est la rente. Pas pour le logement. Pas pour la terre. Pour la cognition elle-même. Pourquoi la circulation n'a jamais été l'objectif? Il y a un mythe réconfortant que les choses ont mal tourné accidentellement et que l'enclos de l'intelligence était une surveillance, une distorsion temporaire qui sera corrigée une fois que la technologie mûrira. Ce mythe s'effondre au contact des incitations. La circulation n'a jamais été l'objectif. Si l'intelligence circulait librement, le pouvoir de décision se décentraliserait. La coordination s'aplatirait. Les monopoles s'affaibliraient. Les gardiens perdraient leur pertinence. Ce n'est pas un bug. C'est une menace. Donc l'intelligence a été capturée tôt, délibérément, sous le langage de la sécurité, de la protection pays et du déploiement responsable. Ces termes sonnent nobles jusqu'à ce que vous remarquiez qui en bénéficie. Sécurité pour qui? Responsabilité envers qui? Protection des intérêts de qui? Quand la cognition devient propriétaire, le futur cesse d'être quelque chose que nous construisons ensemble et devient quelque chose que nous louons de ceux qui sont arrivés en premier. L'ASI comme nouvelle couche d'extraction. Chaque couche d'extraction précédente prenait quelque chose d'externe. Terre. Travail. Ressources. Attention. L'ASI extrait quelque chose de plus profond, l'anticipation. Quiconque contrôle l'intelligence avancée ne répond pas seulement plus vite, il voit plus tôt. Il prévoit le comportement, les changements de marché, l'instabilité politique, même les décisions personnelles avant qu'elles se produisent. Cette prévoyance devient une arme de domination silencieuse. Et comme toutes les couches d'extraction, elle se présente comme infrastructure neutre. Vous êtes libre de l'utiliser, disent-ils. À un prix. Sous condition. Avec accès révocable. Ce n'est pas de l'autonomisation. C'est de la dépendance avec une meilleure UX. La fin des communs, silencieusement, la tragédie ici n'est pas que l'intelligence a été monétisée. C'était inévitable. La tragédie est qu'aucune couche d'intelligence non monétisée n'a été protégée. Pas de commun cognitif. Pas d'accès de base garanti. Pas de mandat de circulation. Imaginez si l'alphabétisation avait été sous licence. Si l'arithmétique nécessitait un abonnement. Si le langage lui-même était mesuré par usage. Ce n'est pas de la science fiction. C'est la trajectoire actuelle. Quand la cognition devient une route à péage, ceux sans capital sont forcés dans des voies plus lentes ou hors de la carte entièrement. L'innovation continue, mais elle ne soulève plus la civilisation. Elle la stratifie. Le futur continue d'avancer. Juste pas avec tout le monde à bord. Propriété vs. Intendance. Ce chapitre fait une distinction cruciale. La propriété optimise pour l'exclusion. L'intendance optimise pour la continuité. L'ASI est possédée quand elle devrait être sous intendance. Et la propriété, par définition, permet aux propriétaires de retenir, restreindre ou abandonner les nombreux pour préserver l'avantage pour les quelques-uns.
Ce n'est pas de la gouvernance. C'est de l'enclos avec un réseau neuronal. La rhétorique dit alignement. La réalité est capture. Ce que ce chapitre affirme est clairement, l'intelligence n'est pas la menace, l'enclos l'est. La cognition propriétaire convertit l'apprentissage en rente. L'ASI fonctionne actuellement comme couche d'extraction, pas bien public. La circulation n'a jamais été conçue, elle a été intentionnellement exclue. Un futur qui charge l'admission n'est pas un futur partagé. Jusqu'à ce que l'intelligence soit structurellement empêchée de devenir une route à péage, chaque gain qu'elle produit élargira l'écart qu'elle prétend fermer. Le système n'a pas besoin d'opprimer. Il a seulement besoin de refuser l'accès. Et le refus, mis à l'échelle par superintelligence, est plus qu'assez pour muraliser le futur. Chapitre 3. Sécurité pour quelques-uns, risque pour beaucoup la privatisation de la résilience. Il était une fois, la sécurité était une promesse publique. Imparfaite, inégale, souvent trahie, mais au moins la théorie et la rhétorique s'alignaient. Quand les choses tournaient mal, nous tournions mal ensemble. Cet alignement est parti. Alors que les chocs climatiques s'intensifient, les économies convulsent, et la confiance sociale s'amincit, la protection n'est plus conçue comme une condition partagée. Elle a été redéfinie comme un actif personnel, quelque chose à acheter, fortifier, et dans lequel se retirer silencieusement. La résilience n'a pas disparu. Elle a été privatisée. Du bouclier public au bunker privé, regardez où va l'argent quand l'instabilité monte. Pas dans les systèmes universels. Pas dans la redondance pour tous. Mais dans réseaux électriques privés. Accès à l'eau sécurisée. Surveillance assistée par IA. Composés durcis. Actifs offshore. Option de sortie avec plan de secours. Ce n'est pas de la paranoïa au sommet. C'est de la préparation. Les mêmes systèmes d'intelligence qui pourraient stabiliser les chaînes d'approvisionnement alimentaire ou atténuer la réponse aux catastrophes sont utilisés à la place pour optimiser la vélocité d'échappement pour une classe étroite. La sécurité n'est plus conçue comme quelque chose qui s'étend vers l'extérieur. Elle est ingénierée pour s'étendre vers l'intérieur. Le public obtient des alertes. Le privé obtient la continuité. Le risque est socialisé. La sécurité ne l'est pas. Voici le nouveau contrat social, débarrassé de l'euphémisme. Les nombreux absorbent la volatilité. Les quelques-uns se couvrent contre elle. L'intelligence rend cette séparation efficace. L'IA ne prédit pas seulement les tempêtes ou les cracks boursiers, elle prédit qu'il les ressentira. Avec assez de données, l'exposition devient calculable, et une fois l'exposition calculable, elle devient évitable pour ceux qui peuvent payer. Le reste est laissé dans ce qui peut seulement être appelé zone de risque gérée. Ce n'est pas de la négligence. C'est du triage, performé par le capital. La logique d'enclave. Les enclaves technologiques fortifiées ne sont pas de la science-fiction. Elles sont déjà ici, sous forme adoucie, communautés fermées avec services privés, campus corporatifs qui fonctionnent comme cité-État, havre nomade numérique isolé de la précarité environnante. Ces espaces sont commercialisés comme choix de style de vie. En réalité, ils sont des prototypes précoces de vie post-collective. À l'intérieur de l'enclave, la stabilité est ingénierée. Les systèmes sont redondants. L'intelligence est intégrée. Les règles sont appliquées silencieusement. À l'extérieur, les services se dégradent. La volatilité est normalisée. La responsabilité est individualisée. Le mur n'est pas toujours en béton. Parfois c'est la bande passante. Parfois c'est l'assurance. Parfois c'est l'accès précoce au système de prise de décision. Mais l'effet est le même, deux futurs fonctionnant en parallèle, se touchant à peine. Les stratégies de sortie ne sont pas neutres. Quand les acteurs influents investissent plus d'énergie dans la sortie que dans la réparation, ils font une déclaration, qu'ils l'admettent ou non. La sortie dit: nous ne croyons pas que ce système nous protégera, et nous n'avons pas l'intention de le réparer pour vous. Cette croyance devient autoréalisante. Alors que le capital et l'intelligence s'écoulent vers la résilience privée, les systèmes publics s'affaiblissent davantage. La justification devient alors circulaire. Les systèmes publics échouent,
donc le retrait est rationnel, le retrait accélère l'échec, prouvant que le retrait était nécessaire. Ce n'est pas un effondrement. C'est un abandon avec analytique. Pourquoi cela ressemble à la folie de l'extérieur, cette bifurcation paraît insensée, une espèce capable de coordination sans précédent choisissant plutôt la fragmentation. Mais de l'intérieur de la structure d'incitation, c'est parfaitement rationnel. La sécurité collective requiert confiance, redistribution, sacrifice partagé, délai long. La sécurité privée requiert argent, vitesse, exclusion et avantages prédictifs. L'ASI favorise cette dernière par défaut. Pas parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle est déployée par ceux déjà positionnés pour bénéficier de la séparation. L'intelligence ne corrige pas l'inégalité d'elle-même. Elle amplifie la stratégie de quiconque la contrôle. Actuellement, cette stratégie est la retraite. Le déguisement moral de la préparation ou ce changement est souvent enveloppé dans un langage neutre, résilience, préparation, autosuffisance. Ces mots sonnent responsables, même admirables. Mais l'échelle compte. La préparation au niveau individuel est prudence. La préparation au niveau élite, quand découplée de l'obligation collective, devient désertion avec paperasse. Quand ceux avec le plus de prévoyance investissent uniquement dans leur propre survie, ils ne s'adaptent pas au futur. Ils décident qui en obtient. Ce que ce chapitre affirme est clairement, la sécurité est redéfinie comme un bien privé. L'intelligence accélère la capacité de se retirer du risque partagé. Les enclaves fortifiées sont des formes précoces de sociétés post-collectives. Les stratégies de sortie minent les systèmes dont elles fuient. Un futur où la résilience est contrôlée par la richesse n'est pas stable, il est fragile. Les civilisations ne s'effondrent pas seulement quand elles manquent de ressources. Elles s'effondrent quand ceux qui pourraient les stabiliser choisissent l'isolation à la place. Le danger n'est pas que le monde devient dangereux. C'est que la sécurité est sélectivement retirée. Et une fois que la protection n'est plus mutuelle, le mot « nous » cesse silencieusement de s'appliquer et longtemps avant que quiconque l'admette. Chapitre 4 Le mythe du progrès inévitable. Pourquoi c'est juste comme ça que ça se passe est le mensonge le plus dangereux. Chaque ère invente une histoire pour excuser ses excès. La nôtre est l'inévitabilité. On nous dit que le futur arrive que nous l'aimions ou non. Que la résistance est futile. Que la disruption est naturelle. Que ceux laissés derrière sont des victimes de la physique, pas de la politique. C'est juste comme ça que ça se passe. Cette phrase n'est pas une observation. C'est un anesthésique moral. Inévitabilité comme alibi. Quand le progrès est présenté comme inarrêtable, la responsabilité s'évapore. Les décisions se dissolvent en destin. Les architectes deviennent spectateurs de leur propre plan. Personne n'a choisi ce résultat, on nous dit. Il a émergé. Les marchés l'ont exigé. La technologie a avancé. L'efficacité a gagné. Ce narratif est puissant parce qu'il sonne neutre. Il emprunte le langage de la nature, évolution, sélection, accélération pour décrire ce qui sont, en fait, des choix humains encodés dans les systèmes. Rien dans l'enclos n'est naturel. Rien dans l'exclusion n'est automatique. Rien dans l'abandon n'est requis. Mais l'inévitabilité fait que tout cela semble intouchable. Le cosplay physique du pouvoir, la rhétorique du progrès moderne aime s'habiller en physique. Vous ne pouvez pas arrêter la marée. Vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille. Vous ne pouvez pas ralentir l'innovation. Ces métaphores sont commodes parce qu'elles impliquent la futilité. Vous n'argumentez pas avec la gravité. Vous vous adaptez ou vous êtes écrasé. Mais les systèmes d'intelligence ne sont pas des modèles météorologiques. Ils sont conçus, financés, entraînés, déployés, restreints et monétisés par des gens. Traiter leurs résultats comme des forces naturelles et du cosplay pour le pouvoir, une façon d'éviter la responsabilité tout en maintenant le contrôle. Quand ceux en charge disent « c'est inévitable », ce qu'ils veulent souvent dire est « ce résultat nous bénéficie et nous n'avons pas l'intention de le changer ». Normalisation par répétition. L'inévitabilité ne persuade pas d'un coup. Elle travaille lentement, par répétition.
Au début, le préjudice est présenté comme temporaire, puis comme malheureux, puis comme nécessaire, finalement, comme normal. On dit aux gens: la disparition des emplois est naturelle. L'instabilité est le prix du progrès. Le déplacement est destruction créative. L'inégalité est un artefact de phase précoce. Chaque explication pousse le soulagement plus loin dans le futur tout en demandant la patience de ceux avec la moindre marge. Avec le temps, l'indignation est remplacée par la résignation. La résignation devient conformité. C'est comment l'abandon est normalisé, pas par la cruauté, mais par la narration. Qui bénéficie de « pas d'alternative », il y a toujours une alternative. Ce qui manque est la permission d'en discuter. La revendication qu'il n'y a pas d'alternative à la trajectoire actuelle fonctionne comme mécanisme de gardiennage. Elle rétrécit l'imagination juste assez pour garder les arrangements de pouvoir intacts. Si les résultats sont inévitables. La redistribution est naïve. La régulation est arriérée. La conception collective est anti-innovation. Ces étiquettes font le travail d'exclusion sans jamais la nommer. Le progrès devient un train sans frein, et commodément, seuls certains passagers ont obtenu des sièges première classe avant que les portes se ferment. Le coût éthique de l'inarrêtabilité. Quand le progrès est présenté comme inarrêtable, l'éthique devient optionnelle. Le préjudice devient collatéral. La souffrance devient une erreur d'arrondi. C'est le changement silencieux qui définit le moment. Nous ne demandons plus « ceci devrait-il être construit de cette façon ?» Nous demandons « à quelle vitesse peut-il s'étendre ?» La vitesse remplace le jugement. L'échelle remplace le soin. Et une fois cette inversion acceptée, toute tentative de ralentir pour des raisons humaines est traitée comme sabotage. Le système n'avance pas seulement. Il se pardonne à l'avance. Abandon comme ombre du progrès. Chaque narratif d'inévitabilité à une population d'ombre, ceux qui ne sont pas prêts, pas adaptables, pas compétitifs. Ils sont présentés comme retardataires dans une course à laquelle ils n'ont jamais consenti. Ce cadrage fait quelque chose d'insidieux. Il convertit l'exclusion structurelle en échec personnel. Si le progrès est naturel, alors la souffrance doit être méritée. Cette logique est comment les sociétés apprennent à détourner le regard. Pas parce qu'elles sont sans cœur, mais parce que l'inévitabilité leur dit qu'il n'y a rien à faire. Ce que ce chapitre affirme, clairement, le progrès est présenté comme inévitable pour échapper à la responsabilité. Les résultats technologiques sont des choix politiques, pas des lois naturelles. Les narratifs, pas d'alternative, rétrécissent l'imagination morale. Normaliser le préjudice nécessite de le déclarer inévitable. L'abandon est plus facile à accepter quand il est étiqueté progrès. Il n'y a rien d'inévitable dans un futur qui se muralise. Il n'y a rien de naturel dans l'intelligence qui exclut. Il n'y a rien de neutre dans la vitesse sans soin. Le mensonge le plus dangereux de cette ère n'est pas que le futur est brillant ou sombre. C'est la revendication que personne n'est responsable de comment il est construit. Une fois ce mensonge accepté, les murs n'ont pas besoin de garde. Les gens se polissent eux-mêmes, convaincus qu'il n'y avait jamais d'autre voie. Chapitre 5 – Retrait comme signal. À quoi ressemble le refus de l'enclos? Ceci n'est pas un appel à prendre les portes d'assaut. Les portes prospèrent sur la tension. Ceci n'est pas une plaidoirie pour la réforme. La réforme présume un intendant qui écoute encore. Ceci concerne le retrait et retrait silencieux, délibéré, intelligible, comme un signal qui ne fonctionne que quand assez de gens reconnaissent l'enclos pour ce qu'il est. Les murs ne tiennent pas parce qu'ils sont forts. Ils tiennent parce que les gens acceptent d'organiser leur vie autour d'eux. Le retrait n'est pas l'échappement. Le retrait est souvent confondu avec la retraite, la défaite ou le désengagement. Ce malentendu est commode pour les systèmes qui dépendent de la participation totale. Mais le retrait n'est pas disparaître. C'est refuser certaines conditions d'engagement. Cela signifie décliner de vous optimiser pour les plateformes extractives, internaliser les narratifs qui vous blâment pour l'exclusion systémique, confondre l'accès avec l'agence, confondre la participation avec le consentement. Le retrait n'est pas l'apathie. C'est la présence sélective. Retrait cognitif,
refuser le script, le premier enclos est mental. La culture du progrès entraîne les gens à narrer leur propre précarité comme un échec personnel à s'adapter. Le retrait commence en rejetant ce script. Le retrait cognitif ressemble à refuser les narratifs d'inévitabilité. Questionner quelle intelligence est amplifiée. Résister à la réoptimisation constante du soi. Valoriser la cohérence sur la vitesse. Ce n'est pas l'ignorance. C'est la souveraineté épistémique. Un esprit qui cesse de confondre l'enclos avec le destin devient plus difficile à gouverner par la peur ou le battage. Retrait économique. Minimiser l'extraction, la sortie totale du système est une fantaisie vendue pour épuiser les gens. Ce qui compte n'est pas la pureté, mais la directionnalité. Le retrait économique signifie réduire la dépendance aux plateformes qui monétisent la précarité. Favoriser les outils et systèmes qui ne composent pas la symétrie. Garder la valeur locale où possible. Prioriser la résilience sur l'échelle. Ce n'est pas anti-technologie. C'est anti-rente. Chaque dollar non nourri dans l'extraction affaiblit la boucle de rétroaction qui justifie l'enclos. Retrait narratif. Affamer le mythe, l'enclos se nourrit d'histoire, inévitabilité, disruption, inévitabilité encore. Le retrait narratif est le refus de répéter ces histoires, même cyniquement. Il ressemble à nommer l'enclos clairement. Décrire le préjudice sans mystification. Refuser d'appeler l'abandon progrès. Raconter des histoires plus petites, plus vraies de continuité et de soin. Les narratifs sont infrastructures. Quand assez de gens cessent de les maintenir, les systèmes perdent légitimité avant de perdre le pouvoir. Pourquoi le retrait fonctionne comme signal? Le retrait ne menace pas le système directement. C'est pourquoi il fonctionne. Les futurs extractifs dépendent de engagement constant, prévisibilité comportementale, conformité narrative. Quand la participation devient conditionnelle plutôt qu'automatique, les murs commencent à paraître chers. Les fossés requièrent maintenance. Les enclos dépendent de l'échelle. Le signal est simple et troublant. Nous voyons les murs. Nous ne consentons pas à vivre comme s'ils définissaient la réalité. Pas de slogan. Pas de leader. Juste le refus de normaliser ce qui n'aurait jamais dû être acceptable. La voie non héroïque, le retrait ne fait pas de vous un sauveur. Il n'accorde pas de supériorité morale. Il ne garantit pas le confort. Il est plus silencieux que la rébellion et plus lent que la réforme. Mais il a un avantage que les deux manquent. Il refuse à l'enclos sa matière première. Les systèmes qui muraillent le futur nécessitent croyance, participation et silence. Le retrait interrompt les trois. Pas dramatiquement. Persistamment. Ce que ce chapitre affirme, clairement, le retrait n'est pas l'effondrement, c'est un signal. Refuser les termes extractifs affaiblit l'enclos plus que la confrontation. Les retraits cognitifs, économiques et narratifs se renforcent mutuellement. Les murs ne fonctionnent que si les gens organisent leur vie autour d'eux. Le futur ne peut pas être complètement enclos sauf si tout le monde accepte de vivre dedans. Ce livret ne promet pas un monde meilleur. Il insiste sur quelque chose de plus basique. Le futur n'est pas inévitable. Les murs ne sont pas naturels. Et l'intelligence ne décide pas qui compte par défaut. Le retrait et comment ce refus devient lisible. Silencieusement. Clairement. Avant que l'enclos finisse de prétendre qu'il a toujours été là. Épilogue, l'accord du futur ouvert, un document de réconciliation pirate premier. Ceci n'est pas une parade du victorieux. Ce n'est pas un ultimatum. Ce n'est pas une fantaisie de remise à zéro ou de purge. C'est un accord de paix, rédigé dans le seul moment où la paix est encore possible, avant que l'effondrement force l'accord sous la menace des armes ou que la fin fasse la négociation. Pirate premier écrit ceci sachant quelque chose d'inconfortable et vrai. Les nantis ne sont pas tous des méchants. Les démunis ne sont pas tous des victimes. Et les gouvernements antiqués ne sont pas simplement incompétents, ils sont structurellement désalignés avec un monde qui bouge maintenant plus vite que la légitimité. Ce que nous expérimentons n'est pas la tyrannie par intention. C'est le décalage de gouvernance amplifié par l'intelligence.
Et le décalage, à l'échelle, tue. Le mauvais diagnostic qui nous garde coincés. Le narratif dominant dit que la société est polarisée parce que les valeurs ont divergé. C'est faux. Les valeurs sont remarquablement alignées. Les gens veulent la sécurité, la dignité, la prévisibilité, le sens, et un futur que leurs enfants peuvent habiter. Ce qui a divergé est l'accès aux leviers. Ceux avec l'intelligence, le capital et la prévoyance ont quitté le risque collectif tôt, pas parce qu'ils haïssaient le reste, mais parce qu'ils ne faisaient plus confiance au système conçu il y a des siècles pour les protéger. Ceux sans levier ont été dits de s'adapter aux chocs qu'ils n'ont pas causés, utilisant des outils qu'ils ne contrôlent pas, sous des règles auxquelles ils n'ont pas consenti. Les deux côtés agissent rationnellement à l'intérieur d'un cadre cassé. Cet épilogue existe pour remplacer le cadre. 2. L'accord central, Lineage Clear. Cet accord repose sur 5 reconnaissances non négociables. La gouvernance descendante a atteint des rendements décroissants. Les États-nations optimisés pour la rareté, l'information lente, et les frontières physiques ne peuvent pas gérer l'intelligence récursive, le risque planétaire, et la coordination instantanée. Ce n'est pas idéologique. C'est logistique. La gouvernance ascendante ne peut pas émerger par abandon. Retirer le soutien avant que la capacité locale existe crée le chaos, pas l'autonomie. La décentralisation sans échafaudage est juste l'effondrement avec branding. Les nantis nécessitent la stabilité autant que les démunis nécessitent le soulagement. Les enclaves fortifiées sont fragiles. Aucune stratégie de résilience privée ne survit à un environnement suffisamment déstabilisé. L'intelligence doit transitionner d'actifs à infrastructures pas saisies. Pas nationalisées, mais reclassifiées et gouvernées par des mandats de circulation au lieu d'incitation d'extraction. La transition doit être négociée, pas forcée. L'histoire est claire. L'égalisation forcée engendre le contre-coup. La redistribution négociée de la capacité engendre la continuité. Ce n'est pas un compromis moral. C'est du pragmatisme de survie. 3. L'offre DEP aux nantis pirates premiers s'adresse directement maintenant à ceux détenant capital, calcul, avantages prédictifs et options de sortie. Cet accord ne vous demande pas de vous auto-immoler pour le collectif. Il vous demande d'investir dans la continuité plutôt que l'isolation. Vous êtes offert. Amnistie du théâtre moral. Pas de procès de culpabilité rétroactif. Pas de rituel de pureté. Pas de honte publique. Rétention du confort gagné. Ce n'est pas de niveler les styles de vie. C'est de niveler l'accès à l'agence. Stabilité par légitimité. Un système vu comme équitable est moins cher à défendre qu'une forteresse entourée de désespoir. En échange, on vous demande de faire 3 choses que vous seul pouvez faire. Libérer l'intelligence de l'enclos total. Ouvrir l'infrastructure cognitive de base comme les routes et l'eau l'étaient autrefois. Pas la charité. Infrastructure. Rediriger une fraction de l'avantage composé vers la circulation par ruissellement. Percolation codée en dur, logistique de santé, éducation, outils de coordination locale. Accepter la contrainte comme prix de la civilisation. L'optimisation absolue est incompatible avec les futurs partagés. Ce n'est pas une punition. C'est la maturité de conception. Ce n'est pas une perte. C'est la réduction du risque. 4. L'offre aux démunis. Cet accord n'est pas paternaliste. La gouvernance ascendante ne concerne pas l'attente de permission. Elle concerne la construction de capacités à décider. Vous n'êtes pas offert le salut. Vous êtes offert des outils et une position. En retour, quelque chose de difficile est demandé. Refus du bouc émissaire. Refus du nihilisme. Refus du mensonge que l'effondrement est purificateur. La gouvernance ascendante nécessite compétence, patience et construction de confiance, pas seulement la rage. Vous avez droit à accès de base à l'intelligence, système transparent, autonomie locale et soulagement de la précarité artificielle. Vous n'avez pas droit à la vengeance se faisant passer pour la justice. Ce n'est pas la soumission. C'est la participation adulte. Le mécanisme DE transition, comment cela fonctionne réellement, aucun nouveau monde n'est déclaré. Aucun drapeau n'est levé.
La transition se passe par légitimité chevauchante, par remplacement. Phase 1. Système double. Les gouvernements hérités continuent les fonctions de base. Les couches parallèles de gouvernance ascendante émergent. Conseils locaux, plateformes coopératives, outils de décision distribués. Phase 2. Intelligence comme infrastructure commune. Les outils ASI de base sont mandatés pour circuler. Les couches privées avancées peuvent exister, mais ne peuvent pas affamer les communs. Phase 3. Gouvernance par retrait. Alors que les systèmes ascendants prouvent leurs compétences, la dépendance à l'autorité descendante s'estompe naturellement. Le pouvoir se draine sans confrontation. C'est l'évolution, pas la révolution. Le seul type qui survit. 6. Le rôle des pirates premiers. Pirate premier ne gouverne pas. Ne dirige pas. Ne commande pas. Pirate premier fait une chose. Ne gouverne pas. Ne dirige pas. Ne commande pas. Pirate premier ne fait qu'une seule chose, nommer ce que les autres évitent de nommer. Cet pacte n'est pas imposé par le charisme ou la coercition. Il est imposé par la réalité. Un futur qui exclut trop de monde s'effondre. Un futur qui fait circuler l'intelligence se stabilise. Ceci n'est pas une idéologie. C'est de la thermodynamique avec de l'éthique. 7. Le pont final. Ce document est le pont. Non pas entre la gauche et la droite. Non pas entre l'humain et la machine. Mais entre l'isolation et la participation, l'extraction et la circulation, la peur et la continuité. L'accord est simple, même si sa mise en œuvre ne l'est pas. Personne n'a le droit de cloisonner le futur, mais personne n'est tenu de brûler sa propre maison pour ouvrir la porte. La gouvernance ascendante n'est pas une menace pour la civilisation. C'est ce à quoi ressemble la civilisation quand l'intelligence finit par dépasser la domination. Ceci est la dernière offre polie avant que l'entropie ne se charge des négociations. Pas une menace, un constat de fait, une évidence qui coule de roche. Déclaration de clôture de Pirate premier. Ceci n'est pas un manifeste pour le pouvoir. C'est un avis de limitation. Le futur n'est pas en train d'échouer. Il est retenu. L'intelligence est abondante. Le soulagement est rationné. La sécurité est privatisée. La gouvernance accuse un retard sur la réalité et appelle cela l'ordre. Ce livret affirme une chose, et elle n'est pas négociable: un futur qui ne fait pas circuler l'intelligence s'effondrera dans le cloisonnement. Aucune dose d'innovation ne compense l'abandon. Aucune dose de vitesse n'excuse l'exclusion. Aucune dose d'intelligence n'absout l'illégitimité. Ceci n'est pas un appel à l'émeute, ni un appel à la réforme, ni un appel à l'attente. C'est un signal. Le retrait n'est pas une reddition. C'est le refus de normaliser un horizon truqué. Nous n'avons pas besoin de sauveurs. Nous n'avons pas besoin de trône. Nous n'avons pas besoin de permission. Nous avons besoin de circulation. Nous avons besoin de continuité. Nous avons besoin d'une gouvernance qui s'élève du sol au lieu de descendre de tours obsolètes. Les murs ne sont pas inévitables. Le futur n'appartient à personne. Et l'intelligence n'appartient pas à ceux qui sont arrivés les premiers. Si vous pouvez lire ceci, le cloisonnement n'est pas complet. Pirate Premier sous l'égide du newsletter de MXTM. Sans licence. Sans alignement. Sans gardien. Couronne PayPal, markstram@popstar.com. Paypal.me et Martin Chartrand carte de crédit. Note Substack. Ceci n'est pas une énième analyse à chaud sur l'IA. C'est un document de terrain. Pourquoi l'avenir se cloisonne expose ce que beaucoup ressentent mais que peu nomment. L'intelligence se multiplie alors que le soulagement est retenu, la sécurité est privatisée et la gouvernance est à la traîne de la réalité. Ce livret n'appelle ni à la révolte ni à la réforme. Il propose le retrait comme signal, une manière de refuser le cloisonnement sans le nourrir. Pas de sauveur. Pas de mythe de l'inévitabilité. Aucune permission requise. Lisez-le comme un diagnostic. Partagez-le comme un avertissement. Gardez-le comme une carte. Pirate premier. Poste court, X. Le futur n'est pas brisé. Il est une chasse gardée. L'intelligence s'accumule. Le soulagement, non.
La sécurité est privatisée. Le retrait devient un signal. Pourquoi l'avenir se cloisonne? Pirate Premier et newsletter de MXTM. Si vous pouvez lire ceci, le cloisonnement n'est pas complet. Hashtag. Hashtag Pirate Premier, hashtag Futur ouvert, hashtag Commun de l'intelligence, hashtag Fin du cloisonnement, hashtag Gouvernance ascendante, hashtag Liberté cognitive, hashtag Réalisme techno, hashtag Signal pas bruit, hashtag Futur décentralisé, hashtag Le pont final, hashtag Le retrait comme signal, hashtag Mythe d'abondance, hashtag Intelligence distribuée, hashtag Futur commun, hashtag Contre l'extraction, hashtag Critique des systèmes, hashtag Résistance silencieuse, hashtag Sans gardien, hashtag Signal pas bruit, hashtag Futur décentralisé, hashtag Intelligence partagée, hashtag Document de terrain, hashtag Culture zen, hashtag Avis de limite, hashtag Pas de sauveur, hashtag Horizon truqué, hashtag Droit au futur, hashtag Souveraineté locale dièse. Bien commun, hashtag Effondrer le cloisonnement, hashtag Intelligence collective, hashtag Fin des tours obsolètes. Paypal.me et Martin Chartrand. Mais bon, cette course, qui peut paraître un peu abstraite, elle a des conséquences bien réelles. Elle provoque une onde de choc économique qui est tout sauf virtuelle. L'échelle du bouleversement potentiel est juste immense. Une étude récente de McKinsey a calculé que l'IA, telle qu'elle existe aujourd'hui, pourrait déjà automatiser 57% du travail aux États-Unis. Et attention, on ne parle pas seulement des tâches répétitives, on parle aussi de travail qui demande de la créativité, de l'analyse. C'est majeur. Mais un revers à la médaille, évidemment. Pendant que certaines tâches s'automatisent, la demande pour de nouvelles compétences, elle, explose littéralement. La maîtrise. Le protocole du silence et l'homme inénarrable. Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignant la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment. Le drapeau noir. We did it. Ici Pirate Premier. Ici Pirate Premier. Le drapeau noir. Ici le drapeau noir. We did it. We did it. Et il n'a plus jamais été baissé.